Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens d'une dizaine de minutes. C'est en alternance un coup l'un ou un coup l'autre, sauf quand il y a des exceptions, comme la semaine prochaine. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire ou à partager ce programme autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau du manga de Takeru Hokazono, Kagurabachi. Mais nous réservons cette émission à ceux qui ont lu au moins le tome 1. Enfin, même si les autres, vous avez évidemment le droit d'écouter. Bah oui, maintenant qu'on a eu le tome 1, on a envie de savoir jusqu'où Kagurabachi peut nous emmener, quel secret il va nous faire découvrir, et donc qu'est-ce que c'est de faire du shonen manga en 2025. Alors c'est parti pour une émission qui vous fera sentir comme un poisson dans l'eau. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Mathieu Annement, Stéphanie Nounès et Julie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il utilise cette dynamique de la stratégie militaire à des fins qui ne sont pas si militaires. L'arc des enchères est excellent, c'est vraiment le premier où on se dit waouh. Pour nous éclairer aujourd'hui, Julie du podcast La 5e de Couve. Salut Julie. Salut. À tes côtés, Stéphanie Nounès, enfin en diagonale, directrice de la communication des éditions Kana, est avec nous. Salut Stéphanie. Et enfin, Mathieu Adman est aussi là, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut la team. Julie, j'ai une première question pour toi. Yes. Kagurabachi. Oui. C'est un mot, ça veut dire un truc en japonais? Et ben, en fait, c'était vraiment une question que beaucoup de gens se posaient sur les réseaux, notamment au Japon, parce que Kagura, c'est un mot connu, c'est vraiment une danse rituelle sacrée qu'on exécute dans les sanctuaires shintoïstes. Et Bachi, ben en fait, jusqu'au chapitre, alors si je dis pas de bêtises, 14, c'était pas annoncé, enfin comment dire, les sinogrammes, les kanji n'étaient pas donnés, c'était vraiment une écriture syllabique, donc on avait les sons, mais on n'avait pas donc les mots en fait qui allaient derrière ces sons-là. Alors ça pouvait être la guêpe, ça pouvait être une abeille, ça pouvait être quelque chose d'un peu pointu comme ça, comme les sabres par exemple. Et en fait non, c'est vraiment le pot, la vasque qui contient en fait les poissons. Et donc Kagurabachi, ça serait l'idée que les poissons rouges dansent dans un pot, et il y a vraiment cette image qui revient souvent dans le manga, donc je pense que c'est possiblement une piste à suivre. Et c'est super beau en fait, super joli comme image. Je remarque que t'as pas posé la question à Stéphanie et moi, mais on l'avait aussi, au chapitre 14, on a lu aussi. Mais on a eu la révélation, ouais. Et on s'est dit la danse des poissons. Oui, parce qu'en fait c'est très drôle, ça a ouvert le fait de ne pas donner tout de suite le sens du mot. En fait, plein de gens ont commencé à élaborer des hypothèses, dire mais c'est le vrai nom de son sabre, ou c'est le nom de son attaque ultime. Enfin, et donc les lecteurs se sont vraiment emparés de ce titre de cette façon, et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper intelligent en fait. Il y a un côté un peu exotique en plus pour nous venus d'Occident. Au Japon aussi, on a beaucoup de références un peu plus évidentes, et même des choses folkloriques par exemple. Alors tu dis folklorique, mais il faut savoir que pour moi je pense que ce titre apporte une certaine idée de ce que pourrait être un japonisme 2.0. Alors je vais l'expliquer, Donc c'est que pour moi il y a une espèce de direction artistique qui est posée très très vite dans le manga, et qui est en fait ultra référencée. Il y a énormément de motifs japonais, mais très japonais, très japonisants, et également énormément de choses qui sont venues du côté occidental, notamment par le biais des films. On en avait déjà parlé dans le précédent podcast. Mais plus ça va, plus on avance dans la lecture, et plus ces pistes deviennent vraiment... elles sautent aux yeux, quoi. Et en fait, moi, je dirais qu'il y a vraiment tout un mélange de films, de mangas, mais aussi, en fait, des arts, des images folkloriques, donc notamment les estampes, mais également une énorme réflexion sur l'esthétique en général, l'esthétique japonaise, et même parfois beaucoup de références à de l'architecture. Donc en fait, si on regarde juste les images de Kagurabachi, qu'on met de côté le scénario, l'histoire de la vengeance et ce genre de motifs, en fait, on est submergé par vraiment énormément
de références visuelles qu'on a tous ingurgité malgré nous en fait. C'est marrant, je vais me placer un peu dans le rôle d'une sorte de détracteur du manga d'action et tu te dis bah c'est juste des mecs qui se battent de manière un peu débile et facile, mais quand on t'entend c'est beaucoup plus que ça. Bah oui, et en fait parce que alors là on va parler du chapitre 1 ou du chapitre 2, excusez-moi, mais en tout cas dans le tome 1, il y a cette scène d'ouverture de combat qui est vraiment très sanglante, effectivement très marquée par Kill Bill, mais au point que les décors, c'est Kill Bill en fait. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a donc ces hommes en noir, en costume noir, qui font référence à la mafia, à une idée qu'on se fait de la mafia japonaise, qui a été beaucoup utilisée dans des films noirs, etc. Et là, on voit exactement les décors de Kill Bill, le restaurant où t'as Béatrix Kiddo qui se tape 88 crazy à se lâcher. Bah, c'est exactement ça. Et il arrive à le mixer avec ces images du Japon, donc le pain, le décor, les vêtements, le sabre, les poissons rouges. Et il y a une liste quasi interminable de toutes les références qu'il met dans ces quelques pages. Et c'est là où tu vois que c'est bien fait, c'est que même sans avoir toutes ces références-là, parce que personnellement, pour être honnête, j'avais pas tout de suite toutes les références sur Kill Bill. Toutes les références sur le Japon traditionnel, c'est tellement des choses que tu vois et que tu relis ou que tu revois si vous regardez des animés sur le Japon. En fait, vous ancrez quand même clairement l'action et vous comprenez ce qu'il veut vous montrer. Donc, vous allez avoir le sabre, les katanas, les pains, effectivement, tout ça, vous comprenez, vous faites tout de suite le lien, en tout cas, avec le Japon. Et si vous voulez la petite anecdote que je vais vous raconter, qui est rigolote, mais qui n'était pas rigolote quand on a reçu le mail, fait, vous voyez presque tout du Japon, sauf des torii. Et nous, notre PLV côté Kana, on a pris une torii parce que la forme est quand même assez pratique. Une PLV, c'est donc ce que vous retrouvez dans les librairies, d'espèces de meubles en carton dans lesquels sont rangés les mangas avec une décoration. C'est ça, et qui sont toujours assez waouh, qui permettent aux libraires de vraiment mettre en avant la série. Et donc vous, forcément, quand vous rentrez en librairie, vous voyez ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt attirant, et vous avez envie d'acheter le tome 1. Donc là, sur Kagorabashi, on est parti sur une torii parce que la forme est quand même très très pratique pour faire une PLV. Et les Japonais nous ont dit, on l'a vraiment pas vu. Voilà, on l'a vraiment pas vu venir. C'est déjà de 1. Vous êtes sympa, mais il n'y a pas de torii dans le manga. Alors que c'est vrai que sur un symbole japonais, la torii, c'est assez évident. Et de 2, effectivement, la torii au Japon est un symbole religieux. Un peu chaud de faire une PLV avec un symbole religieux et surtout de foutre un Shiro, parce qu'on normalement à la base on devait avoir Shiro en fronton dessus posé sur la torii. Ils nous ont dit ah ouais non là vous allez éviter. J'ai failli leur envoyer la loi de 1905 mais j'ai pas fait. Et on les a écoutés quoi. Mais c'est marrant parce que ça veut dire que effectivement vous avez eu cette impression un peu carte postale du manga et du coup plus qu'une carte postale avec les estampes, les sabres et puis tout s'est intégré dans un cadre un peu rétro-futuriste. On joue sur les fantasmes qu'on a du Japon. J'aurais pu mettre ma main à couper qu'il y avait bien une torii dans le manga en fait au moment où tu l'envoies, parce que effectivement ça te renvoie. Parce que tu dis toutes tes cartes postales du Japon, donc tous les éléments japonais, on voit les temples, on voit les katanas, enfin vraiment on voit tout ce que tu t'attends à voir d'un manga qui se passe au Japon. Mais en effet, comme le dit Julie, derrière c'est mixé avec par contre énormément de refs de films et en fait de films occidentaux. Donc c'est assez bien fait et ça rend vraiment très très bien. Mais cette image de carte postale, on l'a par exemple aussi dans un Naruto, non ? Et justement, parce que je pense que Naruto a ouvert la voie, ils ont au sens où Kishimoto s'était dit soit je fais du sabre, soit je fais quelque chose de japonisant, de japonais. Et en fait, il s'est retrouvé nez à nez avec un bol de ramen et on lui a dit on va pas faire des shonen manga sur du ramen. Donc il est parti sur des ninjas et c'était banco. Mais en fait, c'est un peu le même principe, je pense, et sachant que donc Hokazono ne cache pas du tout sa filiation en fait artistique avec Masashi Kishimoto. Il le cite ouvertement en fait à travers ses planches. Enfin, je veux dire, il y a des éléments de fish eye, de la chorégraphie des combats. Il y a des choses qui sont reprises vraiment de Naruto, de certaines idées. Et en fait, moi, je rebondis aussi sur le côté carte postale et fantasme occidental. On est complètement là-dedans. C'est-à-dire que c'est un jeune auteur. Il a une vingtaine d'années, 25 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je pense que il a vu toute sa vie un Japon grâce à un miroir tendu
par les Occidentaux. Où est mon pays? Quelles sont mes origines? quelle est mon identité? Et lui, il a réussi à trouver une façon de mélanger en fait tous ces questionnements avec une expressivité artistique vraiment très pointue en fait. Et bon là, j'ai pas le temps, mais franchement, il y a énormément de clins d'œil architecturaux. On parlait de cartes postales. Il y a un chapitre 47. Vous avez une gare qui existe vraiment, qui est à Kanazawa, qui est reproduite telle quelle parce qu'ils ont besoin d'aller à une gare en fait. Et il y a énormément de bâtiments. À un moment, ils vont dans un théâtre kabuki. Alors c'est pas un vrai théâtre kabuki, mais ça reprend les éléments des façades des théâtres traditionnels, les éléments de la scène, etc. Il y a même la scène des enchères, enfin l'arc des enchères. C'est littéralement le dojo d'un sumo, enfin une arène de sumotori. Enfin donc avec un personnage de sumo, en tout cas exactement. coiffé comme un sumo dès le tome 3. Bah oui, et donc je trouve qu'il y a vraiment un amour enfin comment dire, je sais pas si c'est un amour, mais en tout cas il a vraiment envie de puiser dans cet imaginaire là, parce que finalement c'est un imaginaire qui est parvenu jusqu'à nous. Enfin, je veux dire, les premières estampes japonaises, elles sont arrivées en France en 1890. Donc, on n'est pas insensible. Et en fait, il a compris que c'était vraiment un chemin qui était déjà tracé et qu'il fallait nous aider à le reprendre, en fait. Et on y va, youpi, tous ensemble. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Organiser des concours pour faire gagner des voyages au Japon grâce à Kagurabachi. Ouais, et déjà que Julie nous fasse un super article pour nous dire exactement tel chapitre, tu as ça, ça et ça. Tu t'es trompé, c'est pas organiser un concours, c'est nous partir en fait au Japon déjà, voir un peu ce qu'on va faire. Ah bah voilà, pour illustrer l'article. Désolé la communauté, on a envie de manger aussi. Bon, en tout cas, lors de la présentation de Kagurabachi à Japan Expo l'été dernier, l'auteur était donc en visio, en live depuis son atelier. Puis quand on lui a demandé pourquoi les poissons, il a répondu: parce que tout ce qui est en rapport avec les couleurs du poisson rouge sont représentés comme quelque chose de puissant et de beau. Oui. Pardon? Pardon, monsieur? C'est quoi cette histoire? Depuis quand un poisson rouge, c'est puissant? Eh ben, parce que depuis que ça existe. Parce qu'en fait, les poissons rouges, c'est donc en japonais, c'est kingyo. Ça veut dire c'est poisson d'or déjà. Et c'est de la famille des carpes. Et les carpes, c'est un autre animal puissant dans la symbolique asiatique. Donc on part en Chine cette fois, aux alentours du 16e siècle. Les carpes koi sont importées de Chine vers le Japon, avec une légende concernant les cascades du fleuve jaune, où donc il paraît que les carpes se regroupent pour essayer de remonter les cascades. Et une fois qu'elles y arrivent, elles deviennent des dragons qui ensuite parviennent à transcender leur état de poisson pour devenir des dragons. Donc il y a toute une symbolique, une esthétique qui est reprise ensuite à nouveau dans les estampes, à nouveau dans les légendes, les proverbes. Et donc en fait le poisson rouge et la carpe, c'est des symboles de vigueur, c'est des symboles de longue vie. Parce qu'en plus le poisson donc rouge pour nous, effectivement c'est des poissons qui vont du rouge ou de la couleur dorée jusqu'à des rouges vermillons très vivants, quoi. Enfin, et ben en fait c'est toute une palette de couleurs qui symbolise le bonheur, la fortune. Et quand ils vont vers des couleurs un peu plus sombres, par exemple le noir, en fait les asiatiques en tout cas pensaient que c'était des poissons qui par toute la symbolique qu'ils avaient en fait permettaient d'éloigner le mal. C'était des talismans en fait. Et donc dès que ça a été popularisé aux alentours du début de la période Edo, donc 17e, 18e siècle, il y avait beaucoup de maisons en fait qui achetaient des poissons rouges, qui les utilisaient comme décoration, parce que c'était aussi un talisman, ça apportait la fortune. Le mot donc poisson d'or devait justement vous permettre d'accroître votre fortune. Et c'est vraiment un poisson, un animal de compagnie, je dirais, qui est très très apprécié donc, en Asie et surtout au Japon. Entre les capacités, donc pour ceux qui ont quand même décidé d'écouter cette émission sans avoir lu le tome 1 de Kagurabachi, le pouvoir de son sabre est relié donc au poisson. Il a 3 capacités, donc 3 couleurs de poisson. Ouais. Et chacune est reliée à cette couleur, et donc chacune a une logique par rapport à la symbolique au Japon.
Ou en Asie. Après, là, il a quand même essayé de trouver des choses un peu plus chiadées, un peu plus poussées, je dirais, puisque quand même, comme je te disais, oui, il y a vraiment cette idée que le poisson rouge, voilà, est aussi un symbole, comment dire, de bon augure, parce que comme on disait tout à l'heure, la tori, bah, les sanctuaires shinto, souvent les toris sont rouges. Ne m'en parle pas. Parce que, pardon, mais je remue le couteau dans la plaie. Mais les torii sont rouges, les sanctuaires japonais sont souvent peints de vermillon, parce que à nouveau, ça éloigne le mal, ça apporte les bonnes choses, et il y a toute une à nouveau une symbolique des couleurs qui va fonctionner dans le cadre religieux, on va dire, mais qui là pour le coup, je pense qu'il a dû se trouver, il a dû trouver d'autres idées que sinon c'était un peu trop restrictif, quoi. Et alors, question commerciale, grâce à cette symbolique, on a une couverture avec une dominante de rouge. Ça se vend mieux, non ? Ça se voit mieux en tout cas. Ça se voit mieux. Alors c'était pas forcément par rapport au poisson rouge, mais plutôt, comme on avait dit, le côté un petit peu sanglant, etc., qui fait bien rejaillir. Mais moi, surtout, je note qu'on a quand même vachement défavorisé le poisson rouge en le nommant, en passant de poisson d'or à poisson rouge, quoi. Bah, c'est surtout que entre le symbole de puissance au Japon et la pêche au canard pour avoir le tien à la force du trône. Et qui oublie tout et qui fait des après, ronds, ils font beaucoup la pêche au poisson rouge dans les. Bon, ça se fait plus trop parce que maintenant il y a la maltraitance animale, etc. Ouais, puis c'est plus dur, c'est avec des feuilles de feuilles de riz, papier. Des feuilles qui se déchirent. C'est vachement plus difficile. Mais en tout cas, en fait, pour y revenir dessus, il y a vraiment, vraiment énormément d'images en fait, d'estampes qui ont repris l'image du poisson rouge, soit de façon très terre à terre, je veux dire évidemment fantastique parce qu'il y a des poissons gigantesques qui sont combattus par des enfants ou des êtres surdoués, comment dire, qui ont une force surhumaine comme Benkei ou Kintaro, et en fait à côté de ça vous avez donc des artistes qui ont pris le truc au pied de la lettre et ils ont dit c'est un poisson plutôt noble finalement, et qui ont fait des caricatures comiques en les affluant de visages d'acteurs connus de l'époque ou en les transformant en vendeurs de bonbons, en vendeurs de comment dire, en marchands ambulants ou en gens en pêcheurs. Tu vois, le poisson devient pêcheur. C'est vraiment très très amusant aussi. Alors moi j'ai une théorie depuis le début. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc l'utilisation des motifs de poissons, c'est pas ça, pourrait donc être relié à l'idée de la transformation. Donc comme la carpe qui devient le dragon dans les légendes. Dans Pokémon, Magikarp, mais il devient Léviator. C'est la légende justement de C'est la légende. De la cascade. Ça sort pas de nulle part. Donc oui, un petit poisson inoffensif, ça peut devenir un dragon. Donc ça laisse entendre que Kagurabashi joue sur ce symbolisme pour construire son univers. Transformation, dualité, etc. Donc, lorsqu'il va être en galère, qu'on va arriver sur le fameux, tome 13 ou tome 17, qui va devoir déclencher sa super attaque, passer au niveau supérieur de la transformation et dégainer sa super attaque. Ça va être un dragon. Il va se transformer en samouraï mi-homme, mi-dragon et il va déclencher une énorme attaque du dragon. Ouais, ça va être tellement incroyable quand ça va arriver. Voilà, c'est ma théorie. Ouais. Après, c'est une élévation spirituelle aussi. Hein. Il y a les deux. Il va tout avoir. C'est, comment dire, à la fois un message de devenez grand, fort, vigoureux pour surmonter les obstacles de la vie et réussir. Mais c'est aussi passer d'un stade, on va dire, très simple à quelque chose de beaucoup plus élevé spirituellement en devenant un dragon. Mais voilà, en jouant sur les codes, Super Saiyan, mode ermite. Lui, il aura le mode dragon. Ça se tient en soi, hein, parce que pour le moment, en tout cas, sans trop spoiler, j'ai pas vu de dragon à date dans la série. On pourrait peut-être lui dire qu'il fasse référence à ça, non ? Faut d'abord l'entraînement. Ouais. Oui, pas encore, mais justement, vu toutes les références qu'il utilise... Vu de l'extérieur, tu vois le dragon, alors évidemment c'est en premier lieu la Chine, mais tu peux aussi l'associer au Japon, vu qu'ils ont quand même repris pas mal de choses de la Chine justement. Ça peut arriver et coller à l'univers de la série assez facilement, donc ta théorie, pourquoi pas. Après j'essaie d'imaginer graphiquement ce que ça donnera quand il le fera, et là je vois Shiryu, donc c'est compliqué. mais en tout cas, oui, on te dira, en tout cas si tu l'as vu avant tout le monde, on le soulignera. Ouais, vous me le direz. Je vous propose maintenant de faire une petite pause pour réfléchir à tout ça et ensuite de passer quelques instants sur les recommandations. On conseille Kagurabachi aux lecteurs de quelle série ? Là on a des gens qui ont lu le tome 1, des gens qui n'ont pas lu le tome 1. Quels mangas ont-ils lu, et pour les faire pencher sur Kagurabachi, on pense évidemment
à Hunter x Hunter. Oui. Parce qu'il y a un arc Oh là là. des enchères dans les deux. C'est une citation, mais vraiment, c'est une référence directement à quelque chose qui est très fort aussi dans Hunter x Hunter, quoi. Et autant Jujutsu Kaisen invoquait énormément Yu Yu Hakusho, sur le début en tout cas, Oui. autant je trouve que Kagurabachi invoque plus Hunter. Et Hunter, pas les premiers tomes, Hunter plus loin, quoi. Oui, parce que justement, on n'a pas cette phase d'entraînement. Et il y a aussi toute la fratrie, toute la famille qui est dans la pègre, etc. Enfin, je veux dire, moi, j'ai adoré cet arc-là. Hein. Si vous avez aimé les enchères de Yorkshin, allez-y, foncez. Ensuite, évidemment, Demon Slayer. C'est le lien évident. Nous, le lien évident qu'on avait fait, en tout cas, côté Kana, forcément, c'est Jujutsu Kaisen en priorité parce que t'es sur le côté un peu sombre, sanglant, ou t'es sur le fameux Shonen Up, où effectivement, ça découpe dans Kagurabachi. Tout à l'heure, quand tu posais la question commerciale sur le rouge, mine de rien, on a pas mal de visuels sanglants. Quand tu veux viser du grand public et être mass market, les parents, ils vont voir un héros avec des cadavres au sol, c'est une de nos illus. On l'a pas mis partout. Mais oui, mais après, il y a effectivement beaucoup de mangas de sabre, en fait. Enfin, Kenshin, c'était un des premiers. Kenshin, le vagabond. Mais qui tue pas. Tu vois, en vrai, c'est Oui, bête, c'est mais vrai. le synopsis de base, c'est qu'il a un sabre ou qui coupe pas, donc tu peux t'en sortir comme ça. Alors que là, non. Et je reviens toujours avec le même, mais Samurai Deeper Kyo, on est clairement sur Bien sur ce évidemment. genre-là. Oui. Oui, c'est vrai que lui, il tue bien. Il y a aussi pas mal de sang. Il y a beaucoup de rouge dans les yeux. Moi, quand je lis le tome 1 et un peu du tome 2, il y a une scène avec avec lui qui est dans un hôpital un peu blessé. Il y a une histoire de petite fille. Je vois My Hero Academia, tome 16-17, je sais plus exactement, j'ai plus tout en tête, mais je vois My Hero Academia aussi très très clairement quand je mets ça en parallèle. Et puis chez Kana, il y a un titre aussi qui est un peu évident, non? On l'a déjà cité. Hein. Ah bah oui. Lequel, pardon? Bah oui, enfin franchement, je pense que, c'est évident que l'auteur a lu Masashi Kishimoto et qu'il s'en est énormément inspiré. C'est officiel, dans l'interview de son éditeur. Clairement, ils disent que c'est une de ses séries préférées, c'est Naruto, donc forcément, il a grandi avec. Et je crois que pour le chapitre 3, d'ailleurs, c'est Masashi Kishimoto, qui avait fait une recommandation. Sur le tome 3 sur le tome au 3, Japon. pardon, et ouais. nous, en France, du coup, on l'a mis sur le tome 1, Ouais. forcément, parce que c'est Kana, on a Naruto, donc on profite. Et Horikoshi aussi a recommandé Kagurabashi. Et il a des bons parrains, quoi. Voilà, je pense c'est qu'en clair. fait, les deux se retrouvent clairement dans la proposition Kagurabashi via ces liens de filiation là qu'on est en train d'émettre entre les séries et les genres. Alors ça, c'est les parrains, mais après, il y a le grand-père. Parce que moi, je pensais à un auteur que Masashi Kishimoto cite aussi énormément, qui est quand même Hiroaki Samura. Donc l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Et évidemment, même si la recommandation est pas facile parce que c'est clairement du seinen et on n'est pas du tout sur le même délire de trucs mignons, excusez-moi, mais je veux dire, c'est du sabre, vraiment du pur sabre, comme on a vu dans L'Habitant de l'Infini. Et je pense que c'est pas c'est pas une référence qui est à mettre de côté. Non, puis même moi, je vais penser à Lone Wolf and Cub, même si il l'a peut-être pas obligatoirement lu, mais de manière indirecte, je retrouve aussi des éléments, des ingrédients en tout cas, qu'ils lui soient venus directement par ce manga ou par ceux qui ont été inspirés par Lone Wolf and Cub ou même par Tarantino qui lui-même est fan de. Je vais dire Tarantino. Tu m'étonnes. Et donc tout ça pour dire que avec toutes ces recommandations, on arrive à un manga d'action issu du Shonen Jump qui s'inscrit dans une longue lignée de titres, mais qui semble être un marqueur. Je pense que c'en est un parce que j'ai la chance d'avoir, grâce à Manga Plus, pu lire tous les chapitres qui sont désormais, qui sont disponibles. Et on est presque à 6-7 tomes désormais. On arrive même au 8e là. Voilà, donc c'est quand même incroyable parce qu'on est vraiment sur deux timelines à la fois. Les gens qui vont commencer à découvrir le livre, le tome 1
et ceux qui sont déjà au courant depuis presque un an ou plus. Et en fait, ce qui est très appréciable, c'est que c'est quand même un marqueur. Le héros est très différent. Finalement, on en avait déjà parlé dans le premier podcast. Il est très posé, il est très mature. Et il y a un humour qui est très fin, vraiment, encore une fois, papier de riz. Enfin, je veux dire, très, très en filigrane. Des fois, ils se font des blagues du genre... j'arrive pas à comprendre ces expressions, mais il doit être en train de rigoler. Enfin, vraiment très, très comme ça, sur la crête, quoi. Et en fait... je trouve que ce qui est compliqué, c'est que Chihiro, il a des motivations qui sont très sombres et à la limite de la moralité. Enfin, il découpe, il se qualifie lui-même d'assassin et c'est difficile quand on a 18 ans et qu'on sait qu'on a mis un point final à sa vie parce qu'on a des motivations... comme la vengeance c'est rigolo, tu vois, parce que sur les motivations, moi je te dirais que les motivations à la limite sont pas trop problématiques parce qu'au début il y a la vengeance, mais avant tout il veut récupérer les sabres pour pas les laisser dans les mains de gens dangereux. Oui. Donc jusque là tu le suis. Par contre effectivement c'est sur la méthode où il va pas faire dans la dentelle et globalement pour récupérer les sabres et arrêter les méchants, il va retrouver les méchants et tuer les méchants. Oui, mais ça tranche, et c'est le cas de le dire, parce qu'il a pas l'optimisme d'un Naruto ou l'insouciance d'un Luffy. Non, parce que justement, la maturité du personnage fait que dès le début, il sait très bien que, il va se couper, vu qu'il va commencer à tuer les gens, il va se couper, entre guillemets, d'une vie normale qu'il n'a de toute façon jamais eue, et on le voit justement dans les derniers chapitres sans trop spoiler. Il se rend compte qu'effectivement, même quand son père était vivant, il n'a jamais été à l'école, par exemple. Donc, il sait en fait qu'il va dans un chemin qui est pas glorieux et que, in fine, il va se brûler les ailes parce qu'il a choisi une méthode, un mode de vie qui ne peut pas durer sur 35 ans. Mais il en est conscient, tu vois. Et du coup, il le fait volontairement. Et il a déjà la maturité pour se dire, je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, parce que justement, j'ai des motivations. Alors, une qui est un peu triste, mais l'autre qui est je veux pas laisser ces sabres qui ont réglé une guerre et qui ont des pouvoirs destructeurs dans les mains d'une mafia. Donc, on y va, et alors pas joyeusement, mais on y va, quoi. Et on fait écho à une génération peut-être plus cynique, plus réaliste. Alors justement, moi je trouve qu'il n'est pas cynique, mais que Chihiro c'est un peu comme son auteur, un gars de la génération Z en fait, au sens où ils ont été élevés par des bouffons, des bouffons insouciants que nous sommes, parce que quand c'est on nous, voit, ouais, mais en même temps, s'il vous plaît. Ses parents, je veux dire son père, Shiba, Azami, on voit qu'ils ont, en fait, c'est des gens qui cachent un peu les traumatismes. Ils ont vécu une guerre qui a été apparemment très éprouvante et traumatisante parce que c'est une guerre. Et à côté de ça, le quotidien, les bribes de quotidien qui nous sont rapportées à travers les souvenirs de Chihiro, ils sont simples, ils sont lumineux, ils sont lumineux de bêtises en fait, tellement il y avait de l'insouciance entre lui et son père. Et je trouve que c'est vraiment une espèce de caricature presque, au sens où c'est avec des traits un peu grossiers, peut-être le sentiment de gens qui ont une vingtaine d'années maintenant et qui se retrouvent avec un monde un peu déglingos quoi, que nous avons façonné et qu'ils se disent on va essayer d'être léger, mais ça va pas être facile en fait. Et il va falloir qu'on aille au charbon. Donc j'aime beaucoup aussi ce titre pour ça, parce qu'en fait, sous couvert de détente, de plaisir, de lecture très libérateur, très jouissif, ça dézingue à tout va, et il y a beaucoup d'action, beaucoup de choses aussi qui nous plaisent, au sens où les sabres magiques, on a des imaginaires qui s'ouvrent, on se dit punaise, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec, quelle sorte de pouvoir, quelle sorte de choses vont être transmises à travers ces objets magiques ensorcelés et ensorcelant finalement. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne épingle qu'il a réussi à tirer de son jeu. Mais là où je te rejoins, c'est que le côté transmission et pas laisser, excusez-moi le terme, la merde à la génération d'après, c'est l'élément clé en fait de l'arc en cours. Donc pareil, on va pas vous spoiler ce qui se passe, mais en tout cas c'est vraiment le point d'orgue de on a fait des bêtises il y a 15 ans,
L'idée, c'est que ça se règle entre les gens qui étaient impliqués il y a 15 ans et que c'est pas maintenant la génération d'après qui doivent assumer en fait toutes les bêtises qu'on ait faites. Et donc, ça peut faire écho aussi avec la fameuse génération Z maintenant. Et ce sont des thématiques assez multiculturelles et assez généralistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Tu sais, on parle de combat, de sanglant. Ouais, c'est un petit truc de mec, tu vois, qui aime la bagarre. Mais justement, pas du tout. Je trouve que c'est assez fin, assez bien fait, c'est jamais gratuit, même tout ce qui est référence, etc. Et comme on dit, il est posé, mais il est réfléchi. Et il y a beaucoup de réflexions qui traversent les combats, qui traversent qu'est-ce qui est le bon chemin, le mauvais chemin, qu'est-ce qui est le plus efficace, le moins efficace. Enfin, il y a vraiment en fait, c'est une stratégie de combat, en fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il utilise, en fait, cette dynamique de la stratégie militaire à des fins qui ne sont pas si militaires, puisque ce serait comment est-ce qu'on fait pour survivre, comment est-ce qu'on fait pour aller jusqu'à demain. Et en fait, ce qui est intéressant pour la référence, enfin les références, parce que là on a vraiment un concentré de références visuelles, hein, comme je vous disais tout à l'heure, même si j'ai essayé d'en intégrer plein, mais en fait ça déborde. Il y a vraiment énormément de choses. Et parce que donc les mangas, les cinémas, les estampes, l'architecture, enfin et en fait, ce que je trouve non cynique, et pourquoi est-ce qu'on dit que Chihiro n'est pas cynique, c'est parce qu'il y a un énorme amour des gens qui sont passés avant lui. Il y a des hommages à l'appel, que ça soit donc Akishimoto avec Naruto, qui était déjà sur cette espèce de fil exotique pour l'Occident de faire intervenir des Jiraiya, des Tsunade, en fait qui sont dans le kabuki japonais depuis le XVIIe siècle et que nous on découvrait à travers ces personnages et son chara-design plus que moderne. Hein. Le Samura, c'est vraiment le manga de sabre par excellence. Enfin, je veux dire, il y a un personnage qui s'appelle Samura, ça s'écrit pas pareil que Hiroaki Samura, mais ils font les mêmes choses. À peu de choses près, il y a beaucoup d'amour de ce que c'est maître du manga. Alors, je pense que peut-être qu'il a pas tout lu, peut-être qu'il a envie de lire et de leur montrer qu'il a du respect pour leur travail. Qu'il le fera une fois qu'il aura fini son manga. Exactement. Parce qu'il a plus le temps de lire, parce qu'il fait un manga voilà. hebdomadaire dans le Jump. Et ce qui est drôle, voilà, le Jump, c'est qu'il y a énormément de citations du Jump. Ouais. On a cité Matrix pour les longs manteaux, mais moi j'ai vu Machel. Enfin, je veux dire, l'absurdie de Machel, ou bien de Jujutsu Kaisen qu'on a beaucoup cité. Et avant ça, il y en a un qu'on a un peu oublié, qui était déjà le roi de l'urban fantasy. Bleach. Enfin, voilà, avec des kimonos noirs, avec des longs sabres qui étaient déjà des sabres magiques. Et en fait, il fait appel à tout ça que nous, on connaît un petit peu, ou un peu beaucoup. Et en fait, on partage, en fait. C'est un peu tôt pour vous poser cette question, et là je ne parle pas de valeur intrinsèque, de qualité, mais est-ce qu'à votre avis, vous qui écoutez cette émission, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire, est-ce qu'on peut déjà dire que Kagurabachi marque un tournant dans l'évolution du manga d'action, ou est-ce que c'est simplement une variation bien exécutée de ce qu'on connaît déjà ? Voilà, vous avez 2 heures. Si Chihiro écrit Bankai à un moment, c'est le meilleur manga de tous les temps. En même temps, ça, le pouvoir de son copain, c'est un peu. C'est vrai. Ouais. Mais moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que donc, on a beaucoup parlé du travail de décor de Hokazono, mais il a aussi fait énormément de travail sur la typo, sur les polices. Pour notamment les lieux. Quand il introduit un nouveau lieu, il utilise une police spéciale qui est parfaitement rendue dans la version française. Donc l'adaptation graphique et les traductions en français, c'est vraiment merci pour tout. On passera le message à Aline Koukor qui s'occupe de la série. Ouais, et Eric Montesinos, le lettreur. Ouais. Et parce que ça apporte un charme, ça apporte une plus-value au niveau visuel. Enfin, c'est du bijou, quoi. Kagurabachi, vous l'avez compris, c'est déjà très riche. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup à dire pour une œuvre aussi récente. Julie, est-ce que tu as des indices sur la suite là ? Qu'est-ce qui nous attend ? Quel est ton moment préféré, sans rien dire, mais en le disant ? Pour l'instant. Pardon. C'est dur, hein ? C'est très dur. Parce que moi, j'aime les citations, en fait. J'aime Enkotsu, j'aime le Rakuzai Ichi, là. C'est des beaux objets. Enfin, je veux dire, c'est des beaux objets graphiques, quoi, encore une fois. Et moi, je suis très contente. Parce qu'à l'heure où tout le monde s'énerve en mode, l'IA va prendre le contrôle, on va manger des images qu'on a déjà vues plein de fois, qui vont être refaçonnées, nana. Mais attendez. Enfin, il y a des gars qui sont
vraiment très jeunes, qui ont beaucoup de talent et qui montrent que c'est possible de faire des nouvelles choses avec des trucs qui sont vieux de 300 ans. Mathieu, Stéphanie, quel est si vous avez à garder, sans spoiler, mais un moment dans la suite, puisque vous avez vous aussi lu beaucoup plus de tomes que tous ceux qui nous écoutent, peut-être, ou en tout cas. Par rapport à ce que tu disais, que ça avait des ressemblances par rapport à Hunter sur la partie les enchères, j'avoue, j'ai beaucoup aimé ce moment, et le moment où il y a un peu une victime qui devient acteur fort dans le game. Ça, j'ai Mathieu, beaucoup aimé. Ouais, l'arc des enchères est excellent. C'est vraiment le premier où on se dit waouh, ça a un énorme potentiel. Et celui qui d'après. commence au tome 3. Ouais, moi c'est celui d'après, là, celui en cours que je trouve incroyable parce que ça avance en fait. Jamais vous allez vous dire qu'il prend un chemin détourné pour retarder, rallonger le manga. Donc en fait, le rythme depuis le début, je le trouve vraiment, vraiment super. Kagurabachi, c'est 5 tomes prévus en 2025. Notez ça sur vos agendas. Merci à tous pour votre écoute. Et puis n'oubliez pas un commentaire, une note. On attend vos réactions à nos questions aussi dans l'émission. Et même des petites étoiles aussi, des petits pouces, des petits likes. C'est toujours encourageant. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission. La semaine prochaine, rendez-vous pour parler de bromance. On va parler de Gaïa de Kakashi. Oh là là, oh là là. Oh là là. Salut à tous, merci de nous avoir écoutés. Merci. Salut tout le monde. Salut.